Chaque nuit, lorsque la maison se plongeait dans le silence, un bruit revenait inlassablement, glaçant mon sang à chaque fois, le son régulier des pas dans le couloir. C'était un couloir étroit, aux murs jaunis par l'humidité, où chaque planche grinçait sous le poids d'un corps que je connaissais trop bien. Au début, je pensais que ce n'était qu'un hasard, qu'un père fatigué par le travail tardif rentrait simplement plus tard que les autres, mais très vite j'ai appris à craindre ce bruit, car lorsque ses pas s'arrêtaient devant ma porte, je savais que le cauchemar commençait. « Ne bouge pas, ce sera rapide », murmurait-il d'une voix rauque, saturée d'alcool. Ces mots, chuchotés dans la nuit comme un ordre terrible, résonnent encore dans ma mémoire plus fort que n'importe quel cri. À 13 ans, j'ai découvert que le foyer, censé être un abri, pouvait se transformer en prison et que celui qui devait protéger pouvait devenir le plus grand des bourreaux. Mon nom est Marie-Claire Delaunay. Aujourd'hui, j'ai 73 ans et j'habite à Angoulême, dans le sud-ouest de la France, une ville tranquille aux ruelles pavées où la lumière dorée des fins d'après-midi caresse les façades anciennes. Ici, j'ai trouvé un refuge, un nouveau départ. Mais derrière le calme de mes journées, derrière les albums de photographies que je remplis avec passion, se cache une histoire que j'ai longtemps gardée enfouie dans l'ombre. Ce soir, assise dans mon petit atelier transformé en studio photo, entourée de mes vieilles caméras de ma première Polaroid, des années 70 jusqu'aux appareils numériques que mes petits-enfants m'ont appris à utiliser, je prends enfin la parole. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pas pour raviver la douleur, mais pour témoigner, parce que le silence protège toujours l'agresseur, tandis que la vérité, aussi insupportable soit-elle, finit par libérer la victime. L'histoire que je m'apprête à raconter est celle d'une enfance fracturée, d'une adolescence volée par la peur et d'un combat acharné pour retrouver la lumière. Elle est faite de nuits glacées, de portes entr'ouvertes, de pas qui résonnent comme des coups de tonnerre dans l'obscurité. Elle est faite aussi d'une arme inattendue, un appareil photo fragile et silencieux qui m'a permis de saisir la vérité là où les mots s'éteignaient. Je sais que ce que vous allez entendre est dur, insoutenable parfois, mais je vous demande de rester jusqu'au bout, car au cœur même des ténèbres, il existe une étincelle qui devient flamme, puis lumière. Et cette lumière, je veux la partager avec vous pour que jamais personne n'ait à se croire seul face à l'indicible. Aujourd'hui, à 73 ans, je ne suis plus la fillette terrifiée qui guettait chaque craquement du plancher. Je suis une femme mûre, une grand-mère, une amoureuse de la lumière et des images. Mon nom, vous le connaissez désormais, Marie-Claire Delaunay. Et si je vous parle depuis ma maison d'Angoulême, c'est parce que cette ville m'a offert tard dans la vie ce que j'avais cherché pendant des décennies, une impression de paix. Ma demeure se trouve au sommet d'une petite colline, d'où l'on aperçoit les toits d'ardoise et les clochers romans de la vieille cité. Chaque matin, je prends mon café sur la terrasse, face à la Charente qui serpente au loin, et je me dis que le temps, malgré tout, a fini par me rendre un peu de douceur. Pourtant, lorsque mes mains se posent sur un appareil photo, c'est pas seulement le paysage actuel que je cherche à capturer, ce sont les cicatrices invisibles, les échos de mon passé, la preuve que l'ombre peut cohabiter avec la lumière. Dans mon atelier, un ancien débarras transformé par mes soins, je garde une collection qui étonne tous ceux qui viennent me rendre visite. Sur les étagères, on trouve des trésors hétéroclites. Ma première Polaroid, achetée d'occasion au début des années 70, un réflexe argentique que j'avais réussi à acquérir avec mes premiers salaires de photographe de mariage, des pellicules Kodak jaunies que je conserve comme on garde des reliques et bien sûr les appareils numériques que mes petits-enfants m'ont appris à manipuler avec une dextérité que je n'aurais jamais soupçonnée. J'ai l'habitude de dire en souriant « je ne vends pas des photos, je vends des morceaux de mémoire », car chaque cliché, chaque portrait, chaque instantané contient bien plus qu'une image. Il contient une vie, un parfum, une vérité. Et c'est cette vérité-là que j'ai toujours cherchée depuis le jour où j'ai compris que les mots pouvaient mentir, mais qu'un objectif, lui, ne trichait pas. C'est dans cet espace entouré de mes souvenirs matériels et immatériels que je vous parle aujourd'hui. Mon atelier est tapissé de cadres, de paysages saisis au fil des saisons. Les vignes de Charente noyées de brume en automne. Le soleil de juin frappant les vieilles pierres de la cathédrale Saint-Pierre.
ou encore ces portraits intimes de ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, surpris dans un éclat de rire ou dans un silence pensif. Chaque image me rappelle que j'ai survécu, que j'ai transformé la douleur en art, l'indicible en témoignage. Vous qui m'écoutez à travers cet écran, vous qui prenez quelques minutes de votre journée pour me rejoindre dans mon univers, je vous le dis, votre présence est comme une étreinte pour cette vieille dame que je suis devenue. Chaque j'aime que vous laissez, chaque abonnement à cette chaîne, ce sont pour moi des gestes d'affection, des signes que mes mots et mes images ne s'évanouissent pas dans le vide. Alors, si mon récit trouve un écho en vous, je vous invite à vous abonner, à partager cette histoire et surtout à me dire dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Êtes-vous à Paris, à Marseille, à Montréal, à Bruxelles? Regardez-vous cette vidéo au petit matin avec un café brûlant, en plein après-midi dans une pause bien méritée ou tard le soir avant de vous endormir? Sachez que je lis chaque mot et qu'à travers vos réponses, je sens ma famille s'agrandir. Mais avant de vous livrer ce passé que j'ai si longtemps enfoui, je veux que vous compreniez une chose. La photographie n'a pas seulement été ma profession. Elle a été mon refuge, mon arme, ma manière de saisir ce que d'autres voulaient nier, car l'appareil photo, lui, n'a pas de complaisance. Il révèle sans filtre ce que nos voix brisées n'osent parfois pas prononcer. C'est pour cela que j'ai choisi de mêler mon récit à mes images, parce que ma vie s'est écrite comme une pellicule, avec ses zones brûlées, ses contrastes violents, ses flous et ses lumières éclatantes. Et si aujourd'hui je tourne les pages de cet album douloureux, c'est pour que personne, jamais, ne croie que le silence est une fatalité. Je suis née en 1952, dans un petit village côtier de Charente-Maritime, à quelques kilomètres seulement de La Rochelle. La mer y était partout, dans l'odeur de varech portée par le vent, dans le cri des mouettes qui tournoyaient au-dessus des toits, dans le goût salé qui se déposait sur nos lèvres chaque fois qu'un orage éclatait. Notre maison était modeste, une bâtisse de bois peinte d'un bleu pâle qui s'écaillait par endroits comme si le sel de l'océan rongeait lentement ses murs. Dans la cour minuscule se dressait un vieux figuier, trapu mais généreux. Lorsque ses branches ployaient sous le poids des fruits, mes frères et moi organisions de véritables compétitions qui cueilleraient le plus vite, qui trouveraient la figue la plus sucrée, qui grimperait le plus haut. J'étais l'aîné, et souvent je laissais exprès mes cadets gagner, pour voir briller la fierté dans leurs yeux. Nous étions 4 enfants, moi, puis Julien, 2 ans plus jeune, ensuite Claire, née 3 ans après lui, et enfin le petit dernier, Thomas, arrivé tardivement. Quand j'avais déjà 9 ans, ma mère, Louise, travaillait comme couturière à domicile. Ses doigts étaient constellés de piqûres d'aiguilles, ses yeux fatigués par la lampe à pétrole qui restait allumée jusque tard dans la nuit. Le bruit sec et régulier de sa machine à coudre était ma berceuse. Tac, 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 jusque bien après que nous soyons couchés. Elle avait la patience des saintes et la douceur des femmes qui portent toute une maison sur leurs épaules. Mon père André était docker au port de La Rochelle. Chaque matin, avant même que l'aube ne perce, il quittait la maison à vélo, sa silhouette se découpant dans la brume. Le soir, il revenait harassé, les mains couvertes de callosité, les vêtements imprégnés d'odeur de bois, de goudron, de vin renversé parfois. Quand il était de bonne humeur, il rapportait des trouvailles insolites, une orange venue d'Espagne, un morceau de bois exotique, ou bien un vieux magazine illustré oublié dans une cargaison. Ce sont ces images lointaines montrant des pays que je ne verrai jamais qui ont sans doute éveillé en moi la fascination pour le monde visuel. La routine familiale, malgré la pauvreté, avait quelque chose de rassurant. Le matin, nous nous levions au chant du coq du voisin. Le petit déjeuner se composait d'un morceau de pain encore chaud, d'une bolée de lait que le livreur déposait devant la porte. Nous allions à l'école communale à pied, en traversant quelques ruelles bordées de maisons basses aux volets colorés. Mon uniforme était bleu et blanc, impeccablement amidonné par ma mère, et mes chaussures de cuir noir, trop précieuses pour courir, me donnaient l'impression d'être quelqu'un d'important. Le samedi après-midi, quand mon père n'était pas retenu par le port, nous partions tous à la plage. Pas question de baignade, l'eau était trop froide, mais il nous emmenait pêcher à la ligne depuis les rochers. J'adorais observer l'horizon, là où le ciel et la mer se rejoignent dans une ligne incertaine.
Ma mère disait que j'étais toujours dans les nuages, à tout observer comme si je voulais retenir le monde entier dans ma tête. Elle n'avait pas tort. Dans la chambre que je partageais avec Claire, je transformais les soirées d'hiver en théâtre d'ombre. À la lueur d'une vieille lampe à pétrole, je projetais sur le mur des histoires inventées, princesses qui se sauvaient toutes seules, animaux qui parlaient, royaumes lointains où le danger finissait toujours par être vaincu. Ma sœur s'endormait bercée par ces contes improvisés, et moi je me sentais forte comme si j'avais le pouvoir de créer un monde où le mal n'avait pas sa place. Pour mes 10 ans, mon oncle Jean, frère de ma mère, me fit un cadeau inoubliable. Une petite boîte en carton percée d'un trou, une simple chambre noire artisanale. Regarde, Marie-Claire, la lumière entre par ici et dessine le monde à l'envers, m'expliqua-t-il. J'étais fascinée. Même si je n'avais pas les moyens de développer les images, je passais des heures à cadrer mentalement tout ce qui m'entourait, à former des rectangles avec mes doigts, comme si je possédais déjà un appareil professionnel. C'était ma manière d'apprivoiser la réalité, de la mettre en ordre, de choisir ce que je voulais garder, ce que je préférais ignorer. L'école pour moi était un refuge. J'aimais particulièrement les sciences et le français. Ma maîtresse de sciences, Madame Olga Martin, me prêta un jour un livre sur la photographie. Elle me montra comment l'œil humain fonctionne comme un objectif, laissant entrer la lumière pour former une image. Je trouvais cela magique, presque sacré. J'appris, alors que le monde pouvait être capturé, fixé pour toujours, comme une preuve que rien n'était tout à fait perdu. Mais cette bulle de bonheur fragile commença à se fissurer peu après mes 12 ans. D'abord, il y eut un accident au port. Une cargaison mal arrimée s'effondra sur plusieurs ouvriers. Mon père s'en sortit avec quelques entailles dans le dos, mais il dut rester à la maison plusieurs semaines avec un salaire réduit. Puis la santé de ma mère se détériora. Les maux de tête persistants, les évanouissements, les yeux brouillés. Le médecin du dispensaire parla de nervosité et lui prescrivit des calmants. Mais rien n'y fit. Elle s'affaiblissait de jour en jour. À mesure que ma mère dépérissait, mon père s'enfonçait dans l'alcool. Autrefois, il se contentait de quelques bières le dimanche au café du port. Désormais, il rentrait le soir titubant, les yeux rougis, la voix lourde de colère. Une assiette froide, une chemise mal repassée, le cri de Thomas suffisait à déclencher des orages. Nous, les enfants, nous nous réfugions dans notre chambre quand il passait la porte. Mais les murs de la maison étaient trop minces pour nous protéger de ses cris et du fracas des objets brisés. Une nuit, j'allais chercher de l'eau et je trouvai ma mère allongée sur le sol de la cuisine, le visage tuméfié. « Ce n'est rien, ma fille, je suis tombée, » dit-elle avec un sourire triste. Mais je savais qu'elle mentait. Et en moi, quelque chose se brisa pour la première fois. La conviction que le foyer est un lieu sûr. C'est là que mon histoire bascule, dans cette petite maison de bord de mer où l'odeur des figues et des embruns se mélangea peu à peu à celle de la peur. À 12 ans, mon univers bascula. Tout ce qui jusque-là avait tenu debout par miracle la fatigue de mon père, la patience infinie de ma mère, l'insouciance fragile de notre enfance commença à se déliter comme un tissu trop usé. L'accident eut lieu un matin de novembre, sur le port de La Rochelle. Une pluie battante s'était abattue toute la journée, rendant les quais glissants, et les dockers, pressés de décharger une cargaison de tonneaux, n'avaient pas pris toutes les précautions. Une chaîne céda, un amas de bois et de métal s'effondra. Plusieurs ouvriers furent écrasés. Mon père, par un hasard cruel, échappa au pire mais reçut de lourds coups dans le dos. Il revint à la maison en titubant, soutenu par 2 collègues. J'entends encore le grincement de sa bicyclette jetée contre le mur, les gémissements étouffés qui remplissaient la cuisine tandis que ma mère lui lavait ses plaies à l'eau chaude. On aurait pu croire que cet accident rapprocherait la famille, mais il eut l'effet contraire. Mon père, forcé de rester au repos plusieurs semaines, vit son salaire réduit. Le peu que nous avions devint insuffisant. Les dettes s'accumulèrent, les voisins commençaient à chuchoter sur la malchance des Delaunay, et surtout l'ombre d'un mal bien plus insidieux s'abattit sur nous, la maladie de ma mère. Tout commença par de simples maux de tête. Ma mère, que j'avais toujours vue penchée sur son métier, le regard concentré, les doigts infatigables, se mettait à lâcher ses aiguilles, à masser ses tempes en fermant les yeux, puis vinrent les étourdissements,
Un après-midi, alors qu'elle cousait une robe de mariée pour une cliente exigeante, elle s'effondra d'un seul coup sur la table de couture. Je me souviens de son souffle court, de ses lèvres pâles. Mon père, déjà nerveux, grogna que ce n'était rien de grave, qu'elle faisait des manières. Le médecin du dispensaire, appelé en urgence, diagnostiqua une fatigue nerveuse. Il prescrivit quelques comprimés calmants et des jours de repos. Mais la vérité, nous le sentions tous, était bien plus lourde. Ma mère ne parvenait plus à rester debout longtemps. Ses yeux se voilaient parfois, comme si elle regardait à travers une vitre opaque. Elle, la femme qui avait toujours été le pilier, devint soudain fragile, comme une porcelaine prête à se briser. Dans le même temps, mon père s'enfonçait dans l'alcool. Avant, il se contentait de boire une pinte le dimanche au café des Quais, riant bruyamment avec ses camarades. Désormais, il revenait presque chaque soir ivre, titubant dans la cour, cognant contre la porte. L'odeur âcre du vin et du cognac précédait son entrée. Ses yeux injectés de sang, sa voix grave et hachée nous glaçaient. Les soirs se transformèrent en champs de bataille. Le moindre détail suffisait à déclencher sa fureur. Une assiette servie trop froide, une chemise mal repassée, un jouet qui traînait dans le couloir. Ma mère, déjà épuisée, tentait de nous protéger. « Allez dans votre chambre, mes enfants, dormez, demain sera meilleur. » Mais ces paroles ne pouvaient étouffer le bruit des verres brisés, ni les sanglots étouffés que j'entendais derrière la porte. Un soir, je descendis chercher un verre d'eau. Je trouvai ma mère allongée sur le sol de la cuisine, la joue tuméfiée, un filet de sang à la commissure des lèvres. Mon père avait disparu, probablement retourné au café. Elle tenta de sourire. « Ce n'est rien, ma fille, j'ai trébuché. » Mais à 12 ans déjà, je savais qu'elle mentait. Je posai un linge humide sur son visage, j'essuyai ses larmes, et pour la première fois, je sentis une colère sourde grandir en moi. C'est dans cette atmosphère empoisonnée que je devins, bien trop tôt, l'adulte de la maison. Tandis que ma mère luttait contre un mal qu'aucun médecin ne semblait comprendre, je pris soin de mes frères et de ma sœur. J'aidais Claire à faire ses devoirs, j'apprenais à Julien à préparer une soupe, je bordais Thomas en lui racontant encore et encore les histoires de princesses courageuses qui se sauvaient toutes seules, mais la nuit restait mon ennemie. La maison, si petite, résonnait du moindre bruit. Les pas lourds de mon père, sa respiration chargée, le grincement de la poignée de ma chambre, chaque son devenait un présage. C'est à cette époque que la phrase qui allait hanter toute mon adolescence fit son apparition. « Ne bouge pas, ce sera rapide », murmurée dans l'obscurité. Elle sonnait comme une condamnation. Mon refuge devint l'école. Là, je n'étais plus la fille d'André l'ivrogne, ni la petite femme de ménage chargée de nourrir ses frères. J'étais l'élève appliqué de Madame Martin, celle qui brillait en français, celle qui posait des questions en sciences. Je découvrais les livres comme des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes, des mondes où les pères protégeaient au lieu de détruire, où les mères souriaient sans douleur. Pourtant, même dans la salle de classe, je portais avec moi le poids du silence. Je ne parlais à personne de ce qui se passait chez nous. Qui m'aurait cru? Dans le village, mon père passait encore pour un homme travailleur, un veuf en surmenage, un pauvre docker victime du destin. Personne ne voyait les ombres qui se cachaient derrière nos volets fermés. Et ma mère, de plus en plus affaiblie, répétait toujours la même consigne: « Protège tes frères, protège ta sœur, ne dis rien », comme si son silence était le prix à payer pour notre survie. Comme si taire l'horreur pouvait d'une certaine manière la contenir. Mais moi, je savais déjà que les murs de la maison n'étaient plus des murs, mais une prison qui se resserrait chaque nuit. J'avais 13 ans. C'était un soir d'hiver, humide et glacial, un de ces soirs où le vent siffle dans les interstices des fenêtres et fait trembler les vitres. Dans notre petite maison de Charente-Maritime, le froid s'insinuait partout, jusque dans les draps raides de nos lits. Ma mère, épuisée par la maladie, était hospitalisée depuis plusieurs jours à La Rochelle. J'avais donc pris la charge de la maison, surveillant Julien, Claire et le petit Thomas, comme si j'étais déjà une mère à part entière. Ce soir-là, après avoir couché mes frères et ma sœur, je m'étais endormie d'un sommeil lourd, la tête pleine de tâches à accomplir le lendemain. Je rêvais peu, être d'un monde plus léger, quand un grincement me réveilla. La poignée de la porte de notre chambre tourna lentement. Dans la pénombre, je distinguai une silhouette massive.
L'odeur qui envahit aussitôt la pièce me fit comprendre. L'alcool, toujours l'alcool. Sa voix basse, pâteuse, se glissa dans l'air. « Marie-Claire, viens, j'ai besoin de toi. » Je me suis coupée au travail. « Viens m'aider à me soigner. » Je crus d'abord à une blessure véritable. J'avais appris à obéir, à ne pas provoquer sa colère. Pour ne pas réveiller Claire qui dormait à côté de moi, je me levai et le suivis à pas hésitants jusqu'à la salle de bain. La lumière jaune de l'ampoule pendue au plafond révélait un carrelage froid, humide. Mais aucune trace de sang, aucune plaie, seulement son visage congestionné, ses yeux rougis, et ce sourire trouble qui m'a glacé le sang. Il ferma la porte derrière nous. Le déclic de la serrure résonna comme une sentence. Je reculai d'instinct, mais la pièce était trop étroite. Je sentis son souffle lourd, saturé de cognac. Ces mots tombèrent. Terrible. Tu ressembles à ta mère quand elle était jeune. Ses doigts effleurèrent ma joue. J'eus un haut le cœur. Je tentai de protester, la voix tremblante. Papa, je veux dormir. Il est tard. Mais mes paroles se perdirent. Sa main me saisit par le bras avec une force qui me laissa un bleu. Je ne dirai pas tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Certains souvenirs, je les garde enfermés comme des clichés trop sombres qu'on n'ose pas développer. Ce que je peux dire, c'est que quelque chose s'est brisé définitivement en moi. Alors qu'il me réduisait à l'impuissance, mes yeux s'accrochèrent désespérément à une tache d'humidité sur le plafond, une forme étrange qui ressemblait à une carte inversée de l'Europe. Pour survivre, je sortis de mon corps. Je m'envolai, spectatrice distante, comme si la scène arrivait à une autre. C'est ainsi que je compris à 13 ans qu'on pouvait mourir sans cesser de respirer. Quand je regagnai la chambre, titubante, Claire dormait encore profondément. Je me glissai sous les couvertures, serrant mes genoux contre ma poitrine, incapable de pleurer. Une seule pensée martelait mon esprit, personne ne doit savoir. Personne ne me croirait, et si je parlais, qui protégerait mes frères et ma sœur? Que deviendrions-nous sans lui, malgré tout le mal qu'il faisait? Le lendemain matin, il se leva comme si de rien n'était. Il but son café noir, se plaignit de son mal de tête à cause de la mauvaise bouteille, puis partit au port. Pas un regard, pas un mot. J'espérais, folle d'illusion, voir une trace de remords, un frémissement de honte. Mais il n'y avait rien, rien qu'un vide effrayant, comme si pour lui je n'étais plus une enfant mais un objet. Ce fut le début d'une nuit sans fin. Dès lors, chaque soir, j'entendis ses pas dans le couloir, de plus en plus lourds, de plus en plus précis. Je connaissais le rythme de sa démarche comme on connaît une mélodie obsédante. Quand ses pas s'arrêtaient devant ma porte, je savais que le supplice recommencerait. Il murmurait toujours la même phrase, comme un rituel sordide. « Ne bouge pas, ce sera rapide. » Et moi je quittais mon corps encore et encore, m'agrippant à la moindre fissure du plafond, à la moindre tache sur le mur, comme à une bouée de sauvetage. De jour, nous devenions des étrangers. Lui, le docker travailleur aux yeux des voisins, le père respectable qui avait perdu sa femme, moi la fille obéissante, bonne élève, qui aidait à la maison. Personne ne pouvait soupçonner ce qui se tramait une fois la nuit tombée. C'est à ce moment-là que je découvris l'importance de la vérité capturée. Je commençais à comprendre que seule une image pouvait un jour parler pour moi, que seule la photographie, muette mais implacable, aurait la force de révéler ce que les mots ne pouvaient porter. Mais cela, ce serait pour plus tard. À 13 ans, je n'avais encore que la peur, le silence et cette sensation d'avoir basculé dans un monde parallèle, un monde où les pas dans le couloir résonnaient comme une condamnation inévitable. Après cette première nuit dans la salle de bain, ma vie se transforma en un engrenage implacable. Chaque journée n'était plus qu'une attente, chaque soirée un compte à rebours. Le soleil pouvait bien briller sur les pierres blanches du port de La Rochelle, le ciel se couvrir de rose au-dessus des marais salants. Je savais déjà ce qui m'attendait lorsque l'obscurité tomberait. Je développais une oreille presque animale. Le moindre bruit me faisait sursauter. Le froissement d'un vêtement, le craquement d'une marche, l'écho d'un pas dans le couloir. Je pouvais reconnaître l'état d'ébriété de mon père rien qu'à sa démarche. Si ses pas étaient fermes, je respirais un peu, convaincu que cette nuit-là, il me laisserait tranquille. Mais s'il traînait, irrégulier, lourd, je savais que le supplice recommencerait. Alors je me couchais de dos, figé, les yeux ouverts dans le noir,
priant pour que la porte reste fermée, mais invariablement les pas s'arrêtaient devant ma chambre, la poignée tournait, la lumière du couloir découpait sa silhouette, et toujours la même phrase répétée comme une litanie: « Ne bouge pas, ce sera rapide ». Ces mots se gravaient dans ma peau plus profondément que n'importe quelle blessure. Ils devinrent mon refrain, ma prison intérieure. J'appris à me dissocier, à quitter mon corps comme on quitte une maison en ruine. Mon esprit s'envolait vers des lieux imaginaires, des plages d'été où je courais libre, des forêts où je me cachais, des ciels étoilés où je me dissolvais. Mais à chaque fois, au matin, je revenais dans la même chambre, avec la même douleur, le même silence. Le jour, je jouais le rôle de la fille modèle. J'aidais mes frères à s'habiller, je préparais le petit déjeuner, j'amenais Claire à l'école. J'étais l'aînée responsable, celle sur qui tout reposait depuis l'hospitalisation de ma mère. Mais derrière mon sourire crispé, je portais le poids d'un secret trop grand pour mes épaules d'adolescente. Je compris vite que personne ne devait savoir. Qui aurait cru une fille de 13 ans contre son propre père? Dans le village, il avait encore l'image d'un homme courageux, d'un docker blessé au travail, d'un veuf malheureux. Si j'ouvrais la bouche, on m'accuserait de mensonge, on me traiterait d'ingrate. Et pire encore, mes frères et ma sœur auraient pu être placés ailleurs, séparés de moi. Alors je me tus. Le silence était ma seule arme, ma seule stratégie de survie. Mais en moi, une graine inattendue commençait à germer. Le besoin de vérité. Un souvenir précis fut le déclencheur. En rangeant le grenier, je retrouvai un vieux carton rempli d'affaires de mon oncle Jean, celui qui m'avait offert ma première chambre noire artisanale. Dans le fond, enveloppée dans un linge jauni, reposait une véritable caméra Kodak, un modèle ancien mais encore fonctionnel. Mon cœur battit plus fort. J'avais entre les mains non pas un jouet, mais une arme. Je n'avais pas de pellicule, bien sûr, mais je passais des heures à manipuler l'appareil, à regarder à travers le viseur, à sentir le déclic du déclencheur. C'était qu'un geste, mais c'était déjà une révolte, car l'appareil avait ce pouvoir sacré. Il capturait, il figeait ce que les mots n'osaient dire. Je découvrais là une idée vertigineuse. Si un jour je trouvais le courage, je pourrais prouver. Dans mes rêves nocturnes, au lieu de m'enfuir dans des paysages imaginaires, je commençais à imaginer des clichés. Je me voyais prendre en photo les marques sur mes bras, les larmes sur mon visage, ou même l'instant même où il franchissait la porte. C'était irréalisable, bien sûr, mais le simple fait d'y penser me donnait une étrange forme de force. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais reprendre un peu de contrôle. Le jour, je m'accrochais à l'école comme à une bouée. Ma maîtresse de sciences, Madame Martin, me montra un jour un livre illustré sur le corps humain, avec des photographies en noir et blanc. Elle me dit une image ne ment pas, Marie-Claire. Elle montre ce qui est, même si c'est difficile à regarder. Je rentrais ce soir-là avec cette phrase en tête, et je compris que c'était exactement cela. La photographie pouvait être ma vérité. Ainsi le cycle se poursuivit. La peur nocturne, le silence diurne, et peu à peu l'idée que, un jour, grâce à un objectif, je pourrais dire ce que ma voix n'osait plus crier. C'était encore un espoir fragile, à peine une étincelle dans les ténèbres, mais c'était déjà une lumière. La maladie de ma mère, qui n'était au départ qu'une suite de maux de tête et de vertiges, devint rapidement une menace implacable. Son visage, autrefois lumineux malgré la fatigue, s'éteignait peu à peu. Elle passait des journées entières allongée sur le lit, les yeux mi-clos comme si la moindre lumière lui faisait mal. Ses doigts, qui autrefois dansaient sur le tissu, étaient désormais crispés, incapables de tenir une aiguille plus de quelques minutes. Un soir, alors qu'elle s'était effondrée en pleine conversation, la voisine, une ancienne infirmière, s'emporta. « C'est pas de la nervosité, André. Ta femme doit être vue à l'hôpital et vite. » Mon père rechigna. L'hôpital signifiait des frais, et nous n'avions déjà pas de quoi remplir le garde-manger. Mais la voisine insista tant qu'elle finit par appeler un taxi de sa propre poche. Ma mère fut admise à l'hôpital de La Rochelle. Après des examens interminables, le verdict tomba. Une tumeur cérébrale avancée. Les médecins parlèrent d'opération, mais leur voix trahissait l'absence d'espoir.
Je revois encore ma mère dans ce lit d'hôpital, le crâne partiellement rasé, les traits tirés par la douleur. Elle me prit la main, ses doigts tremblants serrant les miens avec une force insoupçonnée. « Marie-Claire, ma chérie, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, va voir Madame Irène. Tu peux lui faire confiance. » Madame Irène, notre voisine, était l'une des rares personnes à qui ma mère parlait à cœur ouvert. Je compris alors qu'elle savait, ou du moins qu'elle devinait. Mais nous n'avons jamais prononcé les mots. Ils restèrent coincés entre nous, lourds et silencieux. Quelques semaines plus tard, ma mère s'éteignit. C'était l'hiver 1966 et j'avais 14 ans. Le jour de l'enterrement, la pluie tombait à verse, battant les parapluies noirs alignés autour du cimetière. Mon père, ivre de chagrin et d'alcool, sanglotait à grands cris, s'effondrant presque sur le cercueil. Les voisins murmuraient « Pauvre André, il l'aimait tant, quel drame !» Moi je restais figée, incapable de pleurer, car je savais que désormais plus rien ne me protégerait. La maison changea de visage dès le lendemain. Sans ma mère, il n'y avait plus ce fragile rempart, plus cette présence qui, même affaiblie, contenait encore un peu la fureur de mon père. Son deuil se transforma en prétexte pour boire davantage, pour s'abandonner à une colère encore plus brutale. Il ne rentrait plus seulement ivre, il rentrait vide, comme un animal blessé qui mord tout ce qui bouge. Les tâches domestiques me tombèrent entièrement dessus. Préparer les repas, laver le linge, faire réciter les leçons à mes frères et à ma sœur, tenir la maison debout. J'étais devenue à la fois mère, sœur, domestique. Je ne vivais plus mon adolescence, je survivais. Julien commençait à s'endurcir, il voulait protéger les plus petits. Mais sa révolte inquiétait mon père, qui voyait en lui une menace. Claire, douce et silencieuse, restait collée à moi comme une ombre, tandis que Thomas, à peine âgé de 6 ans, ne comprenait rien. Il demandait chaque soir quand maman reviendrait. Je lui murmurais qu'elle était devenue une étoile, qu'il suffisait de lever les yeux vers le ciel pour la voir briller, mais moi je ne voyais que la nuit. Les violences se multiplièrent, les cris, les gifles, les menaces et toujours ces pas qui résonnaient dans le couloir, implacables. Je me sentais prise au piège. Fuir ou aller avec 3 enfants à ma charge, parler, qui m'aurait cru? L'image publique de mon père, veuf éploré, ouvrier malmené par la vie étouffait ma vérité. C'est à cette époque que je trouvais au fond d'un tiroir, un vieux carnet à la couverture élimée, le journal intime de ma mère. En le feuilletant, je découvris des lignes qui me transpercèrent. Je crains le regard qu'il pose sur Marie-Claire. Quand je ne serai plus là, qui veillera? Ces mots étaient comme une main tendue depuis l'au-delà. Ils confirmaient que j'avais pas rêvé, que ma peur était légitime, que je n'étais pas coupable. Ce carnet devint mon talisman, caché sous mon matelas. Chaque fois que je doutais de ma propre réalité, je le relisais. Et chaque fois que j'entendais les pas de mon père dans le couloir, je serrais ce carnet contre moi et je me faisais une promesse. Un jour, je trouverai une façon de mettre fin à ce silence. Après la mort de ma mère, j'avais cru toucher le fond, mais je ne savais pas encore qu'il existait un abîme plus profond, une terreur qui ne me concernait pas seulement moi, mais aussi ceux que j'aimais plus que tout, mes frères et ma sœur. Pendant quelques mois, je réussis à maintenir une façade. J'endossais le rôle de la mère de substitution, préparant les repas, aidant aux devoirs, rassurant les plus petits. Mon père, lui, sombrait chaque jour davantage. Il ne travaillait plus qu'épisodiquement sur les quais. Son maigre salaire partait en bouteilles. La maison se vidait de ses biens. Un jour, la vieille radio disparut, vendue pour quelques francs. Un autre, ce fut l'horloge murale héritée de mes grands-parents. Chaque objet emportait avec lui un fragment de notre stabilité, comme si notre foyer se dissolvait sous mes yeux. Mais ce n'était pas la pauvreté qui m'effrayait le plus. C'étaient ses regards. Au début, il n'était tourné que vers moi, lourd, intrusif, marqué par une possession insidieuse. Mais peu à peu, je surpris la même noirceur dans ses yeux lorsqu'il observait Claire, ma petite sœur, qui n'avait alors que 11 ans. Une nuit, la scène se grava dans ma mémoire comme un coup de poignard. Nous étions à table. Claire, maladroite, renversa un verre de lait. Mon père, ivre, se leva brusquement et leva la main pour la gifler.
Mais Julien, mon frère de 12 ans, se plaça instinctivement devant elle. Le coup partit quand même, s'écrasant sur la tempe de Julien. Il tomba, inconscient, le corps inerte sur le sol. Le silence qui suivit fut pire que le cri. Je crus qu'il était mort. Mon père livide se contenta de grogner. Tu vois ce qui arrive quand on défie son père. Je m'agenouillai auprès de Julien, mes mains tremblantes, cherchant un souffle, un battement. Son cœur battait, faible mais présent. Après de longues minutes, il reprit connaissance. Son regard, lorsqu'il croisa le mien, n'était plus celui d'un enfant, c'était celui d'un garçon qui avait compris trop tôt que son propre père était un danger mortel. Ce soir-là, une résolution naquit en moi. Je pouvais endurer ces violences, ces pas dans le couloir, ces murmures immondes, mais je ne pouvais pas laisser mes frères et ma sœur subir la même chose. Le danger n'était plus seulement mon fardeau, il s'étendait à eux, et je savais qu'un jour Julien, révolté, finirait par répondre à la violence par la violence. Ce jour-là, il se ferait tuer, ou pire, il tuerait. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais la chambre de mon père en son absence, je tombai sur un tiroir oublié, au fond d'une commode branlante. J'y découvris un petit carnet, celui de ma mère. En le feuilletant, je lus ces mots qui me transpercèrent. J'ai peur qu'il ne pose ses mains sur Marie-Claire. Si je disparais, qui la protégera? La gorge serrée, je refermai le carnet. Elle savait, elle avait deviné, ou pressenti. Ces mots étaient une confession muette, une passation de témoin. C'était à moi de veiller. Ce soir-là, quand les pas de mon père résonnèrent une fois encore dans le couloir, je sentis quelque chose avait changé. J'étais plus seulement une victime. J'étais aussi un rempart. Je compris que si je ne faisais rien, Claire serait la prochaine, puis peut être Thomas. L'idée me terrifiait plus que tout ce que j'avais déjà enduré. Je passais la nuit éveillée, serrant contre moi deux objets, le carnet de ma mère et la vieille Kodak retrouvée dans le grenier. Deux héritages, deux armes silencieuses. Le carnet prouvait que j'étais pas folle, que mon intuition était juste. La caméra, même sans pellicule, me rappelait qu'un jour je pourrais capturer la vérité et l'offrir au monde comme une preuve irréfutable. C'est à ce moment-là que germa l'idée de ne plus seulement survivre, mais de préparer une riposte, préparer une sortie. Je n'avais encore ni plan ni moyen, mais je savais que je devais agir, que la peur devait se transformer en force, et que si je voulais protéger Julien, Claire et Thomas, et il fallait que je trouve un moyen de rompre ce silence. À 14 ans, je n'étais plus une enfant, j'étais devenue une sentinelle. À mesure que la peur grandissait, un instinct de survie s'éveillait en moi. Je savais que je ne pourrais pas toujours me contenter de subir et d'attendre que les coups cessent. Il fallait que je trouve un moyen de documenter, de montrer ce que l'on refusait de voir. Mais comment? J'avais 14 ans, je n'avais ni argent, ni adulte protecteur, ni voix que l'on voulait entendre. Et puis je me souvenais d'une chose. La vieille Kodak retrouvée dans le grenier, abandonnée par un oncle disparu depuis longtemps. L'appareil, bien que poussiéreux, semblait encore fonctionnel. Je n'avais pas de pellicule, mais je le prenais parfois entre mes mains, je déclenchais le mécanisme à vide, et ce petit clic sec résonnait en moi comme une promesse, comme si un jour, ce bruit deviendrait celui de ma libération. Un après-midi, j'osais pousser la porte de la bibliothèque municipale. J'y allais rarement, faute de temps et de liberté. Mais ce jour-là, j'avais besoin d'un refuge. L'air sentait le vieux papier et l'encre fanée. Un homme mince, aux lunettes rondes, leva les yeux de son bureau. C'était M. Bernard, le bibliothécaire, un quinquagénaire discret que tout le monde disait passionné de photographie. « Bonjour, mademoiselle, puis-je vous aider ?» Je bredouillais. « Je voudrais des livres sur la photographie. » Ses yeux pétillèrent. Il se leva aussitôt et m'emmena vers une étagère poussiéreuse où dormaient des manuels aux pages jaunies. Il me montra comment fonctionnaient les diaphragmes, la profondeur de champ, la sensibilité des films. Pour lui, c'était que de la pédagogie. Pour moi, c'était une révélation. Je revins plusieurs fois, prétextant des devoirs, alors que j'avalais en secret des pages et des pages de techniques photographiques. J'appris à démonter et à nettoyer un appareil, à jouer avec la lumière, à comprendre la mécanique du temps figé dans une image. Monsieur Bernard, intrigué par ma curiosité,
finit par me confier quelques rouleaux de pellicule périmée qu'il gardait au cas où. Elles ne sont peu, être plus bonne, mais tu peux t'exercer, dit-il simplement. Ce geste anodin fut pour moi un trésor inestimable. Je courus chez moi avec les films serrés contre ma poitrine. Dans ma chambre, quand mon père n'était pas là, je chargeais l'appareil avec une fébrilité mêlée d'espoir et de peur. Pour la première fois, je pouvais non seulement voir, mais enregistrer. Je commençais par des choses simples. Le jardin en friche derrière la maison, les ombres du soir glissant sur les murs, le sourire fatigué de Claire, les yeux méfiants de Julien, la naïveté encore intacte de Thomas. Mais très vite, une autre idée me hanta, capturer les traces de ce que nous vivions. Les bleus sur mes bras, les coups sur la table, les assiettes brisées après une crise. Chaque détail devenait un témoignage muet. Je photographiais en cachette, la gorge serrée à l'idée que mon père puisse découvrir l'appareil. Chaque cliché pris était une victoire, chaque image développée plus tard, un pas vers une vérité impossible à nier. Lorsque je vis les premiers tirages, mon cœur battit si fort que j'en eus le vertige. Les photos n'étaient pas parfaites, certaines floues, d'autres trop sombres. Mais elles montraient ce que je voulais montrer, la réalité nue, brutale, indiscutable. Une ecchymose sur mon poignet, un œil gonflé de Julien, un éclat de verre taché de sang. Ce soir-là, en contemplant les images étalées devant moi, je compris que l'objectif n'était pas seulement une fenêtre ouverte sur le monde. Il pouvait devenir une arme contre le silence, une arme contre l'incrédulité, une arme contre lui. Je n'avais plus seulement peur, j'avais un plan. Plus les semaines passaient, plus mon père se noyait dans son propre gouffre. L'alcool, qui avait été au début un réconfort, était devenu son sang. Il parlait plus, il grognait, il travaillait plus, il errait, et chaque soir, quand la lumière déclinait et que la maison s'enveloppait de silence, mes nerfs se tendaient comme les cordes d'un violon prêt à se rompre. Je reconnaissais son état à la cadence de ses pas. Quand ils étaient réguliers, j'espérais une trêve, mais la plupart du temps, ils étaient lourds, hésitants, traînants, l'annonce d'une tempête. Alors le rituel commençait, les frères et ma sœur envoyés au lit, les portes closes, et moi, attendant dans l'ombre comme une proie qui devine déjà son prédateur. Ces nuits-là, je quittais mon corps. J'avais appris à flotter au-dessus de moi-même, à regarder la scène comme à travers une vitre brisée. Je fixais un point sur le plafond, une tache d'humidité, qui dans mon esprit devenait une carte du monde, un ailleurs où je voulais fuir. Mais une nuit, je décidai de ne plus fuir. Ce soir-là, j'avais préparé la chambre autrement. Dans l'armoire entr'ouverte, derrière une pile de draps, j'avais placé la vieille Kodak, chargée d'un film. L'angle était calculé. La lumière du lampadaire de la rue filtrait assez à travers les rideaux pour illuminer le lit. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il s'entende à travers les murs. Quand la poignée de la porte tourna, j'eus un vertige. Le bois grinça, ses pas entrèrent dans la pièce, l'odeur d'alcool emplissait déjà l'air. Il s'approcha, murmurant ses mots habituels. « Tais-toi, ce sera vite fini. » Mais cette fois, je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais capter, témoigner. J'attendis le moment exact où son corps se pencha, où son ombre couvrit la mienne, et d'un geste presque imperceptible, ma main atteignit l'armoire. Le déclencheur s'enfonça sous mes doigts. Clic. Un son infime, couvert par sa respiration allaitante. Il n'entendit rien. Et moi, en revanche, je sentis le monde s'arrêter une seconde. Ce minuscule bruit était comme un cri silencieux, une déchirure dans le voile de la peur. Quand il s'écroula enfin, ivre, et qu'il quitta la pièce en titubant, je restai figé longtemps, incapable de bouger. Puis je m'approchai de l'armoire, repris la caméra et la serrai contre ma poitrine. J'avais la preuve, ou du moins un fragment. Les jours suivants furent interminables. Chaque geste était calculé pour que personne ne découvre ce que j'avais fait. J'évitais de croiser le regard de mon père, craignant qu'il lise dans mes yeux mon secret. Mais au fond de moi, une flamme nouvelle brûlait. 3 jours plus tard, je pris mon courage à 2 mains et me rendis discrètement à la boutique photo du centre-ville. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme de 20 ans à peine, au regard doux, Étienne. Je l'avais croisé plusieurs fois, il m'avait toujours salué poliment. « Bonjour, je voudrais développer un film. »
dis-je en posant la pellicule sur le comptoir. Il me lança un sourire banal, mais mes mains tremblaient tant qu'il fronça les sourcils. Pas de souci, mais ça prendra quelques jours. Tu veux les tirages en petit format? Je hochai la tête sans répondre. Dans mes oreilles, le sang battait comme un tambour. Je quittai la boutique rapidement, persuadé que tout le monde pouvait deviner. Les jours suivants, je vécus dans une angoisse insupportable. Et s'il voyait ce qu'il n'aurait pas dû voir? Et s'il en parlait? Et si, pire encore, mon père découvrait tout? Mais quand je revins chercher l'enveloppe, Étienne me la tendit sans un mot. Nos regards se croisèrent. Il avait dû voir. Pourtant, il ne posa aucune question. Il murmura simplement « Courage ». Dehors, sous un ciel gris de mars, j'ouvris l'enveloppe d'une main tremblante. Les photos étaient là, floues parfois, sombres souvent, mais une, au moins une, montrait clairement ce que personne n'aurait osé croire sans preuve. L'ombre de son corps, la violence du geste, mon visage figé, les yeux ouverts, comme pour appeler à l'aide. Je refermai l'enveloppe brusquement, le cœur déchaîné. J'avais en main une arme plus puissante qu'un couteau, une arme faite de lumière, de vérité, mais en même temps une peur plus grande encore me saisit. Que faire maintenant? À qui montrer cela? Qui me croirait? Ce soir-là, en glissant l'enveloppe sous mon matelas, je pris conscience que j'avais franchi un point de non-retour. Désormais, le silence n'était plus total. Une part de la vérité existait, inscrite sur du papier, et tôt ou tard je devrais m'en servir. Pendant quelques semaines, j'eus l'illusion de contrôler la situation. L'enveloppe contenant les photographies dormait sous mon matelas, et chaque nuit en m'allongeant, je sentais ce poids discret comme une arme cachée, prête à être dégainée. Je continuais à vivre ma double vie, élève appliquée le jour, protectrice de mes frères et sœurs le soir, victime silencieuse la nuit. Mais une rumeur sourde me rongeait. Tôt ou tard, il se douterait de quelque chose, et ce jour arriva plus vite que prévu. Un soir d'avril, je nettoyais la cuisine quand il rentra plus tôt que d'habitude. Sobre, trop sobre. Il posa son manteau avec une lenteur étudiée, s'assit à table et me fixa d'un regard qui me glaça. « Dis-moi, Marie-Claire, qu'est-ce que tu caches ?» Je sentis mon cœur s'arrêter. « Rien, papa, rien ?» répéta-t-il en claquant sa main sur la table, faisant trembler les assiettes. « Je ne suis pas idiot. Je vois bien tes manières. Tu disparais, tu chuchotes avec tes frères, tu as toujours cet air de défi. Tu crois que je ne remarque pas ?» Je baissai les yeux, serrant le torchon dans mes mains jusqu'à en blanchir les jointures. Il se leva, fit le tour de la table, s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir son souffle imprégné d'alcool et de colère. « Si tu essayes de me trahir, si tu racontes quoi que ce soit à qui que ce soit, tes frères et ta sœur paieront. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Jusqu'alors, ces menaces ne me concernaient que moi. Mais désormais, ils touchaient ce que j'avais de plus précieux, Julien, Claire, Thomas. Leurs visages défilèrent dans ma tête comme un album d'images que je ne pouvais pas laisser brûler. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise sur mon lit, l'enveloppe contre ma poitrine, écoutant chaque craquement de la maison. Les pas dans le couloir vinrent comme toujours, mais cette fois je ne quittais pas mon corps. Je le regardais entrer, ses gestes répétés, ses mots sordides. Et dans mon esprit, une idée grandissait, il fallait agir vite. Le temps jouait contre moi. Les jours suivants, je devins plus prudente encore. Je cachais l'appareil photo dans une boîte à chaussures, enterrée sous une pile de linge au grenier. Les photos, je les déplaçais dans un endroit encore plus sûr, un faux fond dans une vieille armoire que j'avais bricolée avec des planches. Je savais que si jamais il mettait la main dessus, tout serait perdu. Mais il commençait à flairer, comme un animal qui sent une menace invisible. Ses questions devenaient plus directes. « Qu'as-tu dans tes affaires? Pourquoi vas-tu si souvent à la bibliothèque? Qui est ce garçon à la boutique photo ?» Je mentais de mon mieux, mais chaque mensonge m'épuisait. Un soir, il s'en prit à Julien. Mon frère avait osé me défendre d'un mot trop sec. La colère de mon père explosa. Il le saisit par le col, le souleva presque du sol. Je crus qu'il allait l'étrangler. J'intervins, criant, me jetant sur lui. Il me repoussa d'une gifle qui m'ouvrit la lèvre. Julien tomba, haletant mais vivant. Ce fut la première fois que je pensais sérieusement à une fin définitive. Il fallait le neutraliser, d'une façon ou d'une autre. Le lendemain, en rangeant ses affaires, comme toujours,
Je tombai sur son portefeuille abandonné. À l'intérieur, je découvris un papier chiffonné, une lettre de licenciement. Il n'avait plus de travail. C'était donc fini. Il était désormais présent jour et nuit, sans échappatoire. L'étau se resserrait. À partir de là, la maison devint une prison totale. Il ne quittait plus les lieux que pour boire. Chaque retour était une menace, chaque minute un compte à rebours. Je me souviens d'une phrase du journal de ma mère que je relus ce soir-là. J'ai peur de ce qui arrivera après moi, mais je sais qu'elle est forte, plus forte que moi. Ces mots devinrent une injonction. Je n'avais plus le droit de me taire, pas seulement pour moi, pour eux, pour mes frères et ma sœur qui n'avaient rien demandé, pour ma mère qui n'avait pas pu empêcher la tragédie, pour la vérité qui, si je ne l'exprimais pas, mourrait avec moi. Alors je pris une décision. La prochaine fois que je déclencherais l'appareil, ce ne serait pas pour un simple cliché. Ce serait pour capturer la preuve définitive, le moment où son crime serait pris sur le vif, le moment où je pourrais enfin dire au monde, regardez, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il est. Et je savais que ce moment approchait. Je compris que tout devait être réglé comme une mécanique, silence, précision et timing. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Chaque geste devait être pensé, répété, mis à l'épreuve dans ma tête jusqu'à ce qu'il devienne automatique. J'avais 14 ans, mais je me préparais à un acte d'adulte, à une manœuvre froide et nécessaire pour protéger ceux que j'aimais. D'abord, il fallut sécuriser l'épreuve. L'appareil, que j'avais isolé au grenier, ne suffisait pas. Il fallait un angle sûr, un déclenchement discret, des tirages que personne ne pourrait falsifier. J'eus la chance, discrète et fragile, d'avoir rencontré Étienne, le jeune du labo photo. Il n'était pas seulement habile avec les pellicules, il avait de la douceur, du tact, une manière de regarder sans juger qui me rassurait sans que je sache pourquoi. Je le revis en cachette, derrière l'église, un dimanche après la messe, et lui avouai en ombre, en demi-mot, que j'avais besoin d'aide. Il ne posa pas de questions indiscrètes. Il me tendit simplement un carnet où noter les numéros de Négativo, m'expliqua comment mieux cadrer la nuit, sans flash et sans un mot, me donna quelques conseils techniques pour que la lumière ambiante suffise à figer ce que je voulais figer. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il me remit une cassette, un petit magnétophone rudimentaire qu'une professeure de musique lui avait prêté pour un projet scolaire. Pour l'audio, murmura-t-il. Parfois, une image seule n'est pas assez. Un son, une voix, s'apaise. Je partis avec la cassette serrée contre mon cœur, tenant un mélange d'effroi et d'espoir qui me donnait des ailes. Ensuite, la logistique. J'appris à lire les horaires de mon père, à repérer les moments où il fréquentait la cantine du port, les jours où il revenait plus tard, les bribes de sa routine qui m'offraient des fenêtres de sécurité. Je fis des repérages la journée. Le meilleur emplacement dans la chambre pour dissimuler la caméra. L'armoire à planches qui cachait le faux fond. L'endroit où, si nécessaire, je pourrais dissimuler la cassette après l'avoir enregistrée. Tout devint un plan. Je fis des essais. D'abord, seul, poser l'appareil dans l'armoire, simuler son entrée, déclencher à différents instants, voir ce que la pellicule captait. Les premières images étaient médiocres, sous-exposition, silhouettes confuses, mais chaque erreur m'apprenait quelque chose. J'améliorais la position, relevais un peu le rideau pour qu'un filet de lumière du lampadaire suffise à révéler les contours, placer la caméra suffisamment haut pour que son regard couvre le lit sans être repéré s'il fouillait l'armoire. Je répétais ces gestes en silence, comme on répète un pas de danse, jusqu'à ce que mes doigts sachent ce qu'ils devaient faire. Il fallut aussi un plan pour mes frères. Je ne pouvais pas risquer qu'ils soient présents le soir fatidique. J'appelai Madame Soledad, la voisine, et, sans entrer dans les détails qui m'auraient fait rougir, elle accepta d'accueillir Claire et Thomas pour la nuit. Pour Julien, qui commençait à se douter de choses, j'usais d'un subterfuge affectueux, une visite chez la tante Édith en ville, organisée comme un déplacement pour passer un week-end chez une cousine. Les adieux furent brefs, j'embrassai chacun d'eux, leur promettant un chocolat chaud et des histoires, et je vis les visages confier leur confiance à une promesse fragile. Le soir venu, je fis semblant de me coucher tôt, ma poitrine était serrée,
chaque battement une note de tambour. J'avais pris la peine de préparer une mise en scène supplémentaire, un dossier de photos factices, quelques tirages que j'avais laissés exprès sur la table de la cuisine, visibles en arrivant, comme un leurre. Lui montrer des scènes anodines, des ombres, des angles ambigus. Mon idée était double, attirer son attention vers l'objet, l'obséder, le pousser à vouloir tout détruire, et en même temps le pousser à commettre l'acte, à dévoiler ce que je voulais qu'il montre. C'était rusé et dangereux. Jouer sur son orgueil pour qu'il expose sa monstruosité. Je cachai la cassette dans la poche de ma robe de nuit couchée. Elle semblait une poche inoffensive et glissait l'appareil dans l'armoire, bien calé. Le vieux clou rouillé que j'avais trouvé dans la remise, la pointe enfoncée dans un morceau de bois, je le laissais à portée, non pas comme première option, mais comme ultime recours. Je n'avais aucune envie de verser dans la violence si l'on pouvait l'éviter. La présence de ce fragment de bois était plus un symbole de ma préparation que le plan principal. Je fis une dernière vérification, l'angle, l'enregistreur chargé, la porte verrouillée seulement extérieurement, mais pas suffisamment pour alarmer les voisins. Si quelque chose tournait mal, euh, je devais pouvoir appeler. J'effaçais toute trace visible de mes allées et venues, ramenais un verre d'eau près du lit pour que rien d'étrange ne trahisse mon état. Tout était prêt à la surface. Et puis il y eut l'attente. L'attente est une torture plus sophistiquée que le corps. Elle fait travailler l'imagination, multiplier les scénarios, amplifie chaque peur. Je sentais dans la maison une tension palpable, comme avant l'orage quand le ciel retient son souffle. Les minutes s'étiraient. À l'extérieur, la pluie commença à tomber, tambourinant sur les tuiles, brouillant les sons du monde, couvrant nos possibles cris. La pluie fut pour moi une bénédiction, bruit protecteur, compagnon muet. J'avais répété le geste 1000 fois dans ma tête. Déclencher, enregistrer la voix, garder la présence d'esprit pour appeler, fuir vers la maison de Madame Soledad où Claire se trouvait, donner l'enveloppe à Étienne, alerter la police. Je savais aussi que tout pouvait basculer. La caméra décalée, la cassette défectueuse, un pas inexpliqué, l'oubli d'un détail, la peur se mêlait à la détermination. J'avais plus le droit de tergiverser. Quand enfin les pas retentirent dans le couloir, j'eus la sensation que le plan prenait vie. Il marchait doucement, comme souvent, l'alcool stabilisé par une colère contenue. J'attendis immobile, la respiration retenue, le doigt prêt sur le déclencheur. Ma main n'était pas seulement celle d'une enfant, elle était ferme et résolue. La porte s'ouvrit. Il entra. Les mots habituels glissèrent. Mais cette fois, je ne quittais pas mon corps. Je fis tout ce que j'avais répété. Poignée, angle, lumière, son. L'appareil cliqua, puis la cassette fila le fil noir et fragile des mots captés. Chaque seconde me parut un siècle. Chaque son enregistré était une mise à nu. Je savais au fond de moi que ce moment, si rien ne venait tout gâcher, changerait nos vies pour toujours. Il y a des nuits qui ne s'effacent jamais, des nuits où chaque seconde se grave dans la chair comme une brûlure. Celle-ci, je la revis encore parfois, avec une netteté qui me glace le sang. La maison entière semblait suspendue, prisonnière du grondement de la pluie, le vent faisait claquer les volets mal fermés, et chaque rafale me donnait l'impression que le monde lui-même retenait son souffle. Moi j'étais allongée sur le lit, immobile, les yeux mi-clos, jouant la dormeuse, mais mes sens étaient en alerte absolue. Dans l'ombre, la caméra dissimulée dans l'armoire était prête. Le petit magnétophone, caché sous l'oreiller, tournait déjà, son ruban noir, avalant chaque respiration, chaque craquement de pas dans le couloir. Et puis ce fut lui, mon père. Ses pas lourds, irréguliers s'arrêtèrent devant ma porte. Comme toujours, il resta immobile quelques secondes, comme pour savourer l'attente, le suspense, ma peur, puis la poignée tourna lentement, avec ce grincement qui à lui seul suffisait à me couper le souffle. Il entra. La lumière du lampadaire de la rue découpait sa silhouette massive, son visage déjà marqué par l'alcool et la haine. Il ferma la porte derrière lui. J'entendis sa voix, rauque, familière, qui m'a hantée pendant des années. Reste tranquille, ce sera rapide. Toujours les mêmes mots, comme une litanie. Mais cette fois j'étais différente. Cette fois j'étais prête.
Lorsqu'il s'approcha du lit, je laissai mes paupières entr'ouvertes, suffisamment pour voir ses gestes. Son ombre se pencha sur moi, et, d'un mouvement aussi discret que calculé, ma main glissa vers l'armoire entr'ouverte. Le déclencheur s'enfonça. Clic. Le son étouffé par le linge passa inaperçu pour lui, mais pas pour moi. Je savais qu'à cet instant précis, l'objectif avait figé la vérité. Ce qui se jouait dans cette chambre n'était plus invisible. Ce n'était plus seulement mon cauchemar. C'était une preuve, un témoin silencieux. Je déclenchais une deuxième fois, puis une troisième, chaque déclic résonnant en moi comme une pulsation de courage. Pendant que lui murmurait ses phrases sordides, pendant qu'il croyait régner en maître, la caméra écrivait ma revanche. Mais, soudain, un imprévu. Alors que je tendais la main pour ajuster le magnétophone, un léger froissement de drap alerta son oreille. Il se redressa, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je crus que tout était perdu. Son regard balaya la pièce, s'attarda sur l'armoire. Je crus qu'il allait découvrir la caméra. Dans un geste de panique, je murmurai « Rien, j'avais soif ». Il resta un instant immobile, puis ricana « Soif ? Tu auras le temps de boire après ». Il s'assit lourdement sur le lit. La caméra continua de cliquer, captant chaque mouvement. Mais moi, je savais qu'il suffirait d'un détail, d'un faux pas, pour qu'il devine la vérité. Mon souffle se fit court, mes mains tremblaient. Pourtant, je gardais le geste mécanique, répétant les mouvements comme lors de mes essais. Le temps sembla se distordre. Chaque seconde durait une éternité. Dans ma tête, une seule pensée. Tiens bon, il faut que ça soit enregistré, il faut que ça soit capturé. Quand enfin elle quitta la chambre, titubant, l'odeur de son alcool flottant derrière lui comme un nuage empoisonné, je restais allongée, paralysée. Je n'osais pas bouger avant d'entendre la porte d'entrée claquer, signe qu'il était sorti boire de nouveau. Alors seulement je bondis hors du lit. Mes jambes vacillaient, mais mes mains étaient d'une précision glaciale. J'ouvris l'armoire, sortis l'appareil. Je rebobinai la pellicule avec des gestes rapides et sûrs. Puis je stoppai le magnétophone et cachai aussitôt la cassette dans la doublure d'un vieux manteau de ma mère que j'avais préparé pour cela. Bon, je savais que j'avais franchi un point de non-retour. Ce n'était plus seulement des bleus photographiés, des verres brisés, des marques de coups. C'était l'instant même, l'acte saisi, son souffle, ses mots, son ombre sur mon corps. La vérité figée, mais avec cette victoire vint une peur nouvelle, plus lourde encore. Car s'il découvrait ce que j'avais fait, je savais qu'il me tuerait. Pas seulement moi. Il se vengerait sur Julien, sur Claire, sur Thomas. Je restais longtemps debout au milieu de la chambre, l'appareil serré contre ma poitrine, le cœur battant comme un tambour de guerre. Puis, d'une voix intérieure que je n'avais jamais entendue si claire, je me fis une promesse. Demain, j'agis. Demain, ces preuves ne seront plus seulement les miennes. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je ne pleurais pas. Je ne me recroquevillais pas sous les draps. Je restais éveillée, droite, avec mes armes silencieuses cachées autour de moi, la pellicule et la cassette. L'aube finit par arriver, grise, lourde, mais pour moi elle avait la couleur d'une délivrance possible. Le lendemain matin, mes mains tremblaient encore alors que je rangeais la chambre comme si rien ne s'était passé. Chaque geste, plier une couverture, ramasser une assiette sale, remettre un livre en place m'apparaissait comme une couverture fragile, un mensonge pour masquer la vérité brûlante que je cachais désormais. Dans ma poche intérieure, soigneusement enveloppée dans un foulard, la pellicule reposait comme un secret trop lourd. Mon père était sorti tôt, prétendant chercher du travail. Mais je savais qu'il n'irait nulle part d'autre que dans les bistrots du port. C'était l'occasion. J'attendis qu'il disparaisse au coin de la rue, puis je pris mon manteau, serrai le foulard contre ma poitrine et filai vers le centre-ville. La boutique d'Étienne n'était qu'à une vingtaine de minutes de marche. Chaque pas résonnait comme une alarme dans ma tête. Et si quelqu'un me voyait? Et si mon père revenait plus tôt? Et si la pellicule se voilait? Si tout ce que j'avais risqué s'effaçait dans un noir uniforme? J'avais l'impression de porter entre mes mains un fragment de destin. Quand j'entrai, la clochette tinta doucement. L'odeur de produits chimiques et de papier humide m'accueillit. Étienne leva les yeux, surpris de me voir si tôt.
Déjà toi? Dit-il, baissant aussitôt la voix en voyant mon visage. Je sortis le foulard, révélant le petit cylindre de pellicule. Mes doigts étaient si crispés que je dus le déposer avec précaution sur le comptoir. Il faut que tu développes ça. Personne d'autre ne doit le voir. Il comprit aussitôt, son regard se durcit, mais il n'insista pas. Il attrapa le cylindre, hocha la tête. Reviens dans 3 jours. Non. Ma voix se brisa. C'est trop dangereux. Je ne peux pas attendre. Il hésita un instant puis soupira. Très bien. Reviens ce soir, après la fermeture. Le reste de la journée fut interminable. Je m'occupa comme je pus, prétextant des courses, restant surtout loin de la maison. J'évitais soigneusement mon père, qui errait sûrement entre les comptoirs et les verres. À la tombée du jour, je revins à la boutique. Les volets étaient déjà à moitié tirés. Étienne m'attendait. Il me fit entrer par la porte latérale et verrouilla derrière moi. Dans la pénombre du laboratoire, la lumière rouge baignait les murs d'un halo inquiétant. L'air sentait l'acide acétique piquant les narines. Sur une corde tendue, quelques photos gouttaient déjà, accrochées par des pinces. Étienne manipula la pellicule avec une précision religieuse. Ses mains gantées tremblaient à peine. Moi, je restais figé, le cœur battant si fort que je craignais de faire tomber quelque chose. Puis, lentement, les images commencèrent à apparaître sur le papier plongé dans le révélateur. D'abord floues, comme des fantômes, elles se précisaient peu à peu. L'ombre massive de mon père, penché sur mon lit, mon propre visage, immobile, les yeux ouverts, pétrifiés. Sa main posée là où elle n'aurait jamais dû être, chaque détail se gravant sous mes yeux comme une condamnation. Je portais mes mains à ma bouche pour étouffer un cri. Les larmes montèrent, brûlantes, mais je refusais de détourner le regard. C'était douloureux, insupportable, mais c'était aussi la preuve que je n'avais pas rêvé, que je n'étais pas folle. Étienne. Lui restait silencieux, concentré. Lorsqu'il eut fini, il étendit les tirages sur la corde. Puis il se tourna vers moi. « C'est clair, » dit-il d'une voix basse, comme s'il craignait que les murs écoutent. Je hochai la tête, incapable de parler. Il détacha quelques photos encore humides, les glissa dans une enveloppe Kraft. « Garde-les. Et surtout cache-les bien. Merci. » Ma voix était à peine un souffle. Je serrai l'enveloppe contre moi comme un bouclier. Mais en même temps, une nouvelle peur me traversa. Car si ces photos pouvaient me sauver, elles pouvaient aussi me condamner. Si mon père les découvrait, il me détruirait sans pitié. Je sortis de la boutique. Dans la nuit noire, la pluie avait cessé, mais les pavés brillaient encore sous les lampadaires. Chaque ombre me paraissait suspecte, chaque pas derrière moi me faisait sursauter. Lorsque j'atteignis enfin la maison, mes doigts étaient si engourdis que j'eus du mal à tourner la clé. Je cachai l'enveloppe dans le faux fond de l'armoire, là où j'avais déjà dissimulé le carnet de ma mère. 2 trésors, 2 armes, 2 fragments de vérité qui tôt ou tard briseraient le mur du silence. Mais ce soir-là, tandis que je m'allongeais sur le lit, une certitude me glaça. Il me restait peu de temps. Mon père devenait de plus en plus soupçonneux. Son regard fouillait déjà mes gestes, mes silences, mes absences. Si je voulais survivre, si je voulais protéger mes frères et ma sœur, il me faudrait bientôt utiliser ces preuves. Pas demain, pas dans un mois. Bientôt, très bientôt. Et pour la première fois, je pensais non seulement à me défendre, mais à l'affronter. À partir du jour où les photos furent révélées, le temps se mit à courir plus vite, comme si chaque minute me rapprochait inexorablement d'une explosion. Mon père, lui, semblait flairer quelque chose. Ses regards devinrent plus insistants, ses questions plus directes, son humeur plus instable. Il s'asseyait parfois à table et me fixait longuement, sans un mot, comme s'il voulait sonder à travers mes yeux les secrets que je portais. Moi, je baissais la tête, feignant la soumission, alors que mes pensées s'agitaient dans tous les sens. Je savais que l'armoire n'était pas infaillible, que le faux fond pouvait être découvert. Chaque soir, avant de dormir, je passais ma main sur la planche dissimulée, comme pour m'assurer qu'elle tenait encore. Julien aussi avait remarqué ce changement. Il me prit à part, un soir, derrière le jardin. « Qu'est-ce qui se passe, Marie-Claire ? Je sens bien que tu caches quelque chose. Tu n'es plus la même. »
Je voulus lui répondre, lui dire la vérité, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment lui expliquer sans mettre sa vie en danger? Je posai ma main sur son épaule et murmurai simplement: « Tiens bon, Julien, je te promets, bientôt, ça changera. » Mais déjà le danger approchait. Un soir, alors que je revenais de la bibliothèque, j'entrai dans la maison et le trouvai assis dans ma chambre. Ma chambre, l'armoire ouverte, mes draps froissés. « Alors, dit-il d'une voix glaciale, qu'est-ce que tu caches ici ? » Mon sang se glaça. L'armoire béait, mais, par miracle, le faux fond tenait encore. L'enveloppe était toujours là, invisible. Pourtant son regard brûlait. Il savait que quelque chose lui échappait. Je bredouillai, jouant l'innocence, je comprends pas, tu cherches quoi Il s'approcha brusquement, me saisit par le bras, son souffle alcoolisé brûlant mon visage. Tu crois que je ne vois pas? Tu écris, tu caches, tu complotes? Tu veux me trahir? Je serrai les dents pour ne pas trembler. Si je flanchais, il découvrirait tout. Alors je fis ce que je n'avais jamais osé faire, je le regardai droit dans les yeux. Tu te trompes, je ne cache rien. Il resta interdit quelques secondes, surpris par ma fermeté inhabituelle, puis il éclata d'un rire amer, un rire qui me fit froid dans le dos. Rien, on verra bien. Si j'apprends que tu racontes quoi que ce soit à quelqu'un, tu sais ce qui arrivera à tes frères. Il quitta la pièce, me laissant pantelante. Mes jambes se dérobèrent et je tombai à genoux devant l'armoire. J'effleurai le faux fond. Il n'avait pas encore découvert. Mais c'était une question de temps. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'écoutais chaque bruit, chaque craquement. Le moindre pas dans le couloir me donnait l'impression qu'il allait surgir pour tout renverser. Le magnétophone, la caméra, les photos. J'avais tout, mais tout pouvait m'être arraché en une seconde. Le lendemain, je me rendis de nouveau chez Étienne. Cette fois, je n'eus plus besoin de parler, il vit mon visage et comprit. Je lui tendis une deuxième enveloppe contenant quelques tirages supplémentaires. Si jamais il m'arrive quelque chose, ma voix se brisa. Donne ça à la police, promets-le-moi. Il me regarda longtemps, les yeux brillants, puis il hocha la tête. Je te le promets. Je sortis de la boutique avec le cœur un peu plus léger, mais la peur ne me lâchait plus. À la maison, les tensions atteignaient leur paroxysme. Mon père buvait plus que jamais, ses colères éclataient au moindre prétexte. Un soir, il projeta une chaise contre le mur parce que la soupe était trop salée. Claire se mit à pleurer, et Julien dut la protéger encore une fois. J'eus la certitude que nous étions au bord du drame. Et puis survint ce qui devait arriver. Une nuit de juin, il rentra plus tôt que prévu, les yeux injectés de sang, la démarche instable. Il tambourina à la porte de ma chambre. « Ouvre !» hurla-t-il. « Je sais que tu caches quelque chose. »« Montre-moi !» Je restai pétrifiée. Julien, réveillé par les cris, sortit de sa chambre et se posta dans le couloir. « Laisse-la tranquille !» cria Théil. Mon père se tourna vers lui, fou de rage. Il leva la main, prêt à frapper. Et ce fut là, dans ce moment suspendu, que je compris, l'heure avait sonné. L'affrontement final était inévitable. Le couloir n'était plus qu'un champ de bataille étroit, saturé par le souffle court de Julien, les cris de mon père et le martèlement affolé de mon propre cœur. La lampe suspendue au plafond vacillait, projetant sur les murs des ombres déformées qui semblaient danser comme des spectres. Je voyais la main de mon père, immense, levée au-dessus de la tête de mon frère. Ses yeux, injectés de sang, n'étaient plus humains. C'était la rage brute, le délire d'un homme qui avait perdu tout repère. « Tu oses me défier, toi ?» gronda Théil. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre dans la maison endormie. Julien ne bougeait pas. Malgré ses 13 ans à peine, il se tenait droit, le poing serré, comme s'il voulait me protéger une dernière fois. Mais je savais qu'il ne tiendrait pas. Un seul coup suffirait à le briser, alors j'agis. Je sortis précipitamment de ma chambre, tenant dans mes mains tremblantes l'enveloppe Kraft où j'avais glissé les photos. Je m'interposai entre eux, brandissant ce morceau de papier comme un talisman. « Arrête !» Ma voix se brisa mais ne flancha pas. « Si tu le touches, je montre ça à tout le monde. » Mon père cligna des yeux, surpris. Il baissa lentement son bras et me fixa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Théil, méfiant. Je serrai l'enveloppe plus fort.
La vérité. Un silence pesant s'abattit. Même la maison semblait retenir son souffle. Puis il éclata d'un rire terrible, un rire sans joie. Tu mens, tu n'as rien. Tu crois me faire peur avec tes airs de petite martyre? Je sentis mes jambes fléchir, mais je tins bon. Je sortis une photo de l'enveloppe et la lui tendis. Ses doigts tremblants l'attrapèrent. Pendant quelques secondes, il observa le papier. Je vis ses traits se durcir, ses mâchoires se contracter. Puis, d'un geste furieux, il froissa la photo et la jeta au sol. « Saloperie, tu crois qu'une image prouvera quoi que ce soit? Personne ne te croira. C'est toi la folle, toi qui inventes, toi qui détruis ta famille. » Il s'avança, prêt à m'arracher l'enveloppe des mains. Mais je reculai, collant le papier contre ma poitrine. Si tu touches encore Julien, si tu touches Claire ou Thomas, je les montrerai, je les donnerai à la police. Cette fois, ce fut lui qui hésita. Dans ses yeux, je vis une peur nouvelle, différente de celle qu'il inspirait d'ordinaire. Il venait de comprendre qu'il n'était plus tout-puissant, qu'il existait désormais une faille dans son empire de terreur, mais la peur chez lui se transformait toujours en violence. Dans un rugissement, il se jeta sur moi. Je tombai en arrière, luttant pour protéger l'enveloppe. Julien cria, tentant de s'interposer. Ce fut le chaos. Des pas qui martèlent le plancher, des meubles renversés, des éclats de voix. À ce moment précis, j'eus la certitude que nous n'en sortirions pas indemnes. Alors, dans un réflexe désespéré, je hurlai. « Les voisins entendent. Continue, et tout le monde saura. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père resta figé, la poitrine haletante, les poings serrés. On entendait au loin des bruits de volets qu'on ouvrait, une fenêtre qui claquait. Peut être que, oui, quelqu'un avait entendu. Il me lança un dernier regard, un mélange de haine et de peur, puis il recula lentement. « Tu crois avoir gagné ?» cracha-t-il. Ce n'est pas fini. » Il quitta le couloir d'un pas lourd, claquant la porte d'entrée si fort que les vitres tremblèrent. Je restais immobile, l'enveloppe toujours serrée contre moi, le souffle coupé. Julien vint à mes côtés, les yeux écarquillés. « Marie-Claire, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu lui as montré ?» Je le regardai longtemps sans répondre, puis d'une voix basse, je dis simplement « La preuve. » Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas. Assis tous les deux dans la cuisine, une bougie vacillante pour seule lumière, nous attendîmes son retour. Mais il ne revint pas. Le silence, pour la première fois depuis longtemps, avait un goût de répit. Je savais pourtant que ce n'était qu'un sursis. L'affrontement final n'était pas terminé. Il reviendrait, plus dangereux encore. Mais j'avais franchi une ligne. Je n'étais plus seulement sa victime. J'étais devenu son témoin, et il le savait. La nuit qui suivit son départ fut une nuit étrange, suspendue, presque irréelle. Nous étions assis dans la cuisine, Julien et moi, la bougie tremblotante, projetant nos ombres sur les murs jaunis. Aucun de nous n'osait parler. Les plus petits dormaient, mais leur sommeil était fragile, ponctué de soupirs, comme s'ils pressentaient la tempête. Dans mon ventre, une angoisse sourde me broyait, mêlée à une certitude, il reviendrait. Et cette fois, il ne se contenterait pas de menaces. Le lendemain, je tentais de reprendre un semblant de routine, préparer le petit déjeuner, faire réciter à Claire ses leçons, emmener Thomas à l'école. Mais mes gestes étaient mécaniques, déconnectés de mon esprit. Chaque bruit de moteur, chaque porte qui claquait dans la rue me faisait sursauter. Étienne me traversa l'esprit plus d'une fois. J'avais confié une partie des photos à ses soins, mais je n'avais pas eu le temps de tout lui donner. L'enveloppe principale restait sous l'armoire. Je me jurais de la déplacer au plus vite. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, le grondement familier de ses pas résonna de nouveau dans la ruelle. La porte s'ouvrit avec fracas et il entra. Son visage n'était plus seulement marqué par l'alcool. Il était déformé par quelque chose de plus sombre, une rage glacée, une certitude de trahison. Où sont-elles? Grondaté, il sans préambule. Je fis semblant de ne pas comprendre. « De quoi tu parles? Ne joue pas à ça avec moi. Les photos, tu crois que je ne sais pas? Tu m'as humiliée. Tout le village rira bientôt de moi. » Ses yeux brillaient d'une folie que je n'avais jamais vue.
Je sus à cet instant qu'il était prêt à tout. Julien se leva pour me rejoindre, mais il le repoussa d'un coup violent. Mon frère s'écroula contre le buffet, sonné. Claire poussa un cri. Alors, quelque chose en moi se brisa. Je courus dans ma chambre, attrapai l'enveloppe, et, sans réfléchir, je sortis une photo. Quand il me rattrapa dans le couloir, je la brandis comme une arme. Regarde, tu peux me frapper, tu peux me tuer, mais cette image existera toujours. Elle est déjà ailleurs. Je bluffai, bien sûr. Mais le doute s'installa dans ses yeux. Il trembla une seconde, puis entra dans une rage encore plus destructrice. Il m'arracha la photo des mains et tenta de la déchirer. J'eus juste le temps de crier. « Étienne, il en a d'autres. Tu ne pourras pas tout détruire. » Ce nom lâché fut comme une détonation. Son visage se figea. Étienne devenait une cible. Il hurla, un hurlement animal, et s'avança, ses poings serrés, mais avant qu'il ne m'atteigne, une voix surgit du dehors. « André, qu'est-ce que tu fais ?» C'était madame Soledad, la voisine, alertée par le tumulte. Derrière elle, d'autres silhouettes apparaissaient aux fenêtres, curieuses, inquiètes. La façade de respectabilité qu'il entretenait s'effritait. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était plus maître de son théâtre. Il s'immobilisa, son souffle haletant. Puis, d'un geste brutal, il lança la photo déchirée au sol. « Vous ne savez rien !» cria Théil, avant de sortir en claquant la porte. La maison trembla dans le silence qui suivit. Je tombai à genoux, le cœur battant à rompre ma poitrine. Julien, encore groggy, me rejoignit, posa sa main sur mon épaule. Claire sanglotait dans un coin, serrant Thomas contre elle. Je compris alors que nous ne pouvions plus attendre. Les preuves devaient sortir de cette maison. Cette nuit, je pris la décision la plus grave de ma vie. Le lendemain, j'irai voir la police. Pas pour moi seulement, mais pour nous tous. Mais au fond de moi, je savais que l'orage n'avait pas fini de gronder. Il reviendrait, plus dangereux encore. Et cette fois, ce serait une question de vie ou de mort. Le lendemain matin, la maison avait un silence de cimetière. Les enfants marchaient à pas feutrés, comme si chaque bruit risquait de réveiller le démon endormi quelque part. Mon père n'était pas rentré de la nuit. Ce répit me donna l'élan qui me manquait. Il fallait agir, maintenant, avant qu'il ne revienne. J'enveloppai soigneusement l'enveloppe contenant les photos et la cacha sous mon manteau. Julien, encore marqué par la gifle de la veille, me regarda avec inquiétude. « Où tu vas ?»« À la bibliothèque. » mentis-je. Il comprit pourtant sans un mot. Ses yeux me supplièrent de faire attention. Je filai jusqu'à la boutique d'Étienne. Quand j'entrai, il vit aussitôt que je n'étais plus la même. Mes mains tremblaient, mes yeux brûlaient. Sans attendre, je posai l'enveloppe sur le comptoir. « C'est fini, Étienne. Je dois aller à la police. » Il me fixa longuement puis hocha la tête. « Alors je viens avec toi. » Je voulus protester, mais il insista. « Tu n'iras pas seul. » Nous marchâmes ensemble jusqu'au commissariat de La Rochelle. Le trajet me parut interminable, chaque pas résonnant comme un défi. Je voyais des visages familiers dans les rues, voisins, commerçants, marins. Tous me paraissaient complices de mon silence, inconscients de l'orage qui grondait dans ma maison. À l'intérieur du commissariat, l'air sentait le tabac froid et le papier jauni. Un policier derrière un bureau leva à peine les yeux. « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Ma gorge se noua. Pendant une seconde, je faillis reculer. Mais Étienne posa sa main sur mon bras. Alors je sortis l'enveloppe, mes doigts tremblants, et la déposai sur la table. Je viens porter plainte contre mon père. Le policier haussa les sourcils, intrigué. Il ouvrit l'enveloppe. Les photos s'étalèrent devant lui. Son visage changea immédiatement. D'un geste, il appela un collègue, puis un troisième. Les regards se croisèrent, graves, sans mots inutiles. « Tu restes ici, » dit-il d'une voix ferme. « On envoie quelqu'un. » Je crus que mes jambes allaient céder. Étienne me soutint discrètement. Tout semblait irréel. En quelques minutes, le secret que j'avais porté seul pendant des années n'était plus seulement le mien. Il devenait une affaire publique, une vérité que personne ne pourrait effacer. Mais au même moment, de l'autre côté de la ville, mon père comprit. Peut être par un voisin qui avait entendu, peut être par intuition. Toujours est-il qu'il revint plus tôt que prévu. Julien me racontera plus tard ce qu'il s'était passé.
Mon père était entré, furieux, cherchant partout, retournant les armoires, brisant des chaises. Il criait mon nom, menaçait, promettait des représailles. Claire et Thomas s'étaient réfugiés sous le lit, terrifiés. Quand les gendarmes frappèrent à la porte, il tenta d'abord de se cacher, puis il hurla qu'on ne l'arrêterait pas. Mais cette fois, les voisins étaient sortis, témoins muets mais présents. Les uniformes entrèrent de force, le maîtrisèrent. Sa voix résonna encore dans la rue. « Marie-Claire, tu paieras pour ça !» Je l'entendis même au commissariat, comme un écho que seul mon cœur pouvait capter. Je tremblais, incapable de bouger. Étienne me tenait la main, ses doigts serrés autour des miens. Puis un officier s'approcha. « C'est fini, il est sous contrôle. Tu es en sécurité maintenant. » En sécurité. Ces mots me parurent étrangers. Comment croire à la sécurité après des années d'enfermement et de peur? Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je pus rentrer dans la maison sans craindre les pas dans le couloir. Le silence n'était plus une menace. Il avait enfin la douceur fragile d'un apaisement. Pourtant, je savais que le combat ne faisait que commencer. Les procédures, les regards du village, les doutes, rien n'était gagné. Mais j'avais franchi la frontière du silence, et désormais plus rien ne pourrait effacer la vérité. Les jours qui suivirent furent d'une lourdeur interminable. La maison, privée de la présence oppressante de mon père, respirait un calme étrange, mais chaque recoin me rappelait ses colères, ses menaces, ses pas nocturnes. Les gendarmes avaient scellé une partie des pièces pour l'enquête, et nous fûmes conduits dans un foyer temporaire géré par une association caritative. Julien serrait les poings chaque fois que son nom était mentionné. Claire se réfugiait dans un mutisme douloureux, refusant de manger. Thomas, trop jeune pour comprendre pleinement, me demandait sans cesse quand papa reviendrait et chaque fois la question me transperçait comme un couteau. Très vite, la machine judiciaire se mit en marche. Je fus convoquée au palais de justice de La Rochelle. C'était un bâtiment imposant aux murs de pierre grise où tout me paraissait immense, froid, inhumain. Dans une petite salle, une femme aux cheveux courts et au regard clair se présenta. Madame Dubois, magistrate en charge de la protection des mineurs. Elle m'écouta longuement, sans m'interrompre, pendant que je racontais encore une fois ce que j'avais subi. Sa voix douce contrastait avec le poids de mes mots. À la fin, elle dit simplement « Vous avez été d'un courage inouï. Vous n'êtes plus seule, Marie-Claire. » Pourtant, dehors, la réalité sociale était bien différente. Dans les ruelles de La Rochelle, les chuchotements se multipliaient et les voisins, les commerçants, même certains professeurs semblaient incapables de comprendre comment une fille pouvait-elle accuser son propre père de tels crimes. Beaucoup préféraient croire à l'exagération, au délire d'une adolescente perturbée. Ce pauvre homme, un veuf respectable, comment croire à ces horreurs? Murmurait-on au marché. Chaque mot me frappait comme une gifle invisible. Je marchais la tête basse, les épaules voûtées, mais au fond de moi, une certitude restait inébranlable, j'avais fait ce qu'il fallait. Le procès fut fixé quelques mois plus tard. Entre-temps, j'avais été placée avec mes frères et sœurs dans une maison d'accueil dirigée par des religieuses. C'était un lieu propre mais impersonnel où le quotidien se déroulait comme une mécanique bien huilée. Les vers à 6 heures, prières, petit déjeuner, école, tâches ménagères. Les sœurs faisaient ce qu'elles pouvaient, mais je sentais le poids de la suspicion planer. Pour beaucoup d'adultes, j'étais la fille qui avait détruit sa famille en envoyant son père derrière les barreaux. Le jour du procès, je fus conduite dans la salle d'audience. Les bancs étaient remplis. Journalistes locaux, voisins, curieux, avides de sensations. Mon cœur battait à m'étouffer. Et puis je le vis. Mon père, assis dans le box des accusés, menottes au poignet, le visage marqué mais toujours avec ce regard de défi. Lorsqu'il croisa mes yeux, un frisson glacé me parcourut l'échine. Ses lèvres murmurèrent, presque imperceptiblement, « Traîtresse ». Le procureur présenta les faits, exhibant les photographies, les enregistrements, les témoignages. Chaque preuve était une pierre de plus dans le mur qui l'enfermait. Mais l'avocat de la défense tenta de tout minimiser. Une enfant en pleine crise d'adolescence, influencée par des lectures, par des camarades, peut imaginer des choses. Il osa même dire que mes blessures provenaient de chutes accidentelles, que mes accusations n'étaient que des inventions destinées à attirer l'attention.
Je serrais les dents, mes ongles s'enfonçant dans ma paume, luttant pour ne pas hurler, puis ce fut à moi de parler. Je montais à la barre, les jambes tremblantes, la gorge sèche. Je sentais des dizaines de regards braqués sur moi, certains pleins de compassion, d'autres emplis de scepticisme. Je pris une grande inspiration. Et je racontais, sans détour, sans phare, sans me réfugier dans le silence. Les nuits d'horreur, les menaces, les pas dans le couloir, les photos prises en cachette, le clou rouillé qui avait marqué la fin de son règne. Chaque mot pesait une tonne, mais chaque mot me libérait aussi un peu plus. Quand je terminais, la salle entière semblait retenir son souffle. Le verdict ne fut pas immédiat. 3 jours d'audience, de débats, de témoignages, 3 jours durant lesquels je revis chaque instant de ma souffrance, exposée aux yeux de tous. Enfin, le juge prononça la sentence, 15 ans de réclusion criminelle. Mon père baissa la tête, sans un mot. Pour la première fois, je crus voir dans ses yeux non pas la colère ou la haine, mais un vide glacé, comme si sa propre légende venait de s'effondrer. En sortant du tribunal, la lumière de l'après-midi me parut irréelle. Étienne était là, à la sortie, avec sa mère. Il me serra brièvement la main et me dit « Tu l'as fait, maintenant tu peux recommencer à vivre ». Ces mots résonnèrent longtemps en moi. La reconstruction pourtant fut lente, semée d'embûches. Julien sombra d'abord dans la révolte. Bagarre à l'école, fugue, colère incontrôlable. Claire, elle, continua de se murer dans le silence, ne parlant qu'à moi, chuchotant la nuit ses cauchemars. Quant à Thomas, il grandissait avec un trou béant dans ses souvenirs, oscillant entre le manque et le soulagement. Je devins pour eux une sorte de seconde mère, jonglant entre mes propres blessures et la nécessité de les protéger. La photographie fut mon salut. Étienne m'offrit un vieil appareil réparé et je commençai à photographier non plus pour me défendre, mais pour survivre. Chaque image que je capturais devenait une victoire contre l'ombre. Les paysages de Charente-Maritime, les visages des passants, même les pierres mouillées des quais, tout prenait une valeur de preuve que la vie, malgré tout, continuait. Avec le temps, le regard des autres changea. Certains qui m'avaient jugé revinrent, gênés, avec des excuses maladroites. D'autres persistèrent dans leur méfiance, préférant croire à une fiction trop dérangeante. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. Le procès avait scellé une vérité irréfutable, et moi je n'étais plus la victime silencieuse, mais la survivante qui avait osé briser le cercle. Chaque soir, avant de dormir, je prenais mon carnet et j'écrivais une phrase, simple, toujours la même. Aujourd'hui, je suis encore debout. C'était ma manière de me rappeler que la reconstruction n'était pas un miracle soudain, mais une succession de petits pas, parfois incertains, parfois douloureux, mais toujours orientés vers la lumière. Et au fil de ces pas, peu à peu, je commençais à redevenir moi-même. Pas la fillette terrorisée d'autrefois, mais une jeune femme qui avait décidé que son histoire ne se terminerait pas dans la peur. Les années passèrent, lentes d'abord comme une convalescence interminable, puis plus rapide, rythmée par les choix que j'osais enfin faire pour moi-même. Après la condamnation de mon père, la vie ne devint pas tout de suite paisible. Elle resta un champ de ruines à reconstruire pierre après pierre. Mais c'est dans ces ruines que j'ai appris la valeur du temps, de la résilience, de la vérité. J'ai terminé ma scolarité dans un lycée de La Rochelle. Les débuts furent difficiles. J'étais la fille qui avait envoyé son père en prison. Ce surnom collait à ma peau comme une brûlure. Pourtant, petit à petit, grâce à quelques enseignants qui voyaient en moi autre chose qu'un scandale, j'ai repris confiance. Mon professeur de lettres, M. Arnaud, me répétait « Écrire, Marie-Claire, c'est aussi survivre. Les mots peuvent cicatriser. » Alors j'écrivais des pages entières de souvenirs, de rêves, d'images qui m'habitaient. La photographie et l'écriture devinrent mes 2 béquilles, mes 2 lanternes pour traverser les ténèbres. Julien choisit un autre chemin. Il s'engagea plus tard dans les forces de l'ordre, convaincu que protéger les plus faibles serait sa façon de conjurer notre passé. Claire suivit des études de psychologie, avec le désir ardent d'aider les victimes à mettre des mots sur leurs blessures. Quant à Thomas, devenu ingénieur, il resta toujours un peu fragile, mais il trouva dans sa famille adulte une stabilité qu'il n'avait jamais connue enfant. Nous avons grandi chacun à notre rythme,
mais toujours reliés par ce serment muet, ne jamais laisser notre passé nous définir, mais l'utiliser comme force. Moi, je plongeais dans la photographie avec une soif insatiable. Très jeune, je commençais à exposer mes clichés dans de petites galeries locales. Ce qui n'était au départ qu'une passion se mua en profession, puis en vocation. Mes images n'étaient jamais neutres. Elles portaient les traces de mon vécu, jouaient avec l'ombre et la lumière, traduisaient la lutte invisible entre la douleur et la renaissance. Une série intitulée Les silences brisés attira l'attention. Portraits de femmes, de mains, de regards où l'on devinait des secrets étouffés et des forces insoupçonnées. Avec le temps, je compris que mon rôle n'était pas seulement de témoigner à travers l'art, mais aussi d'agir. Je commençais à intervenir dans des associations de défense des victimes de violences domestiques. Au début, je me contentais d'écouter, de rester en retrait. Puis un jour, une jeune fille me demanda directement « Comment avez-vous trouvé la force de parler ?» Sa question me frappa de plein fouet. Ce que je portais en moi, ce que j'avais tenté de transformer en image, avait aussi une valeur de guide, d'héritage. Je décidai alors de raconter publiquement ce que j'avais longtemps tu. Lors d'une conférence à Bordeaux, je pris la parole pour la première fois devant un auditoire. Ma voix tremblait, mes mains étaient moites, mais à mesure que je déroulais mon histoire, je sentis la salle retenir son souffle. Quand j'eus fini, un silence lourd plana, suivi d'applaudissements qui n'avaient rien de mondain. C'était le battement collectif d'une centaine de cœurs touchés. À la sortie, plusieurs personnes vinrent me dire que mon témoignage leur avait donné le courage de dénoncer à leur tour, de chercher de l'aide. À cet instant, je compris que ma souffrance pouvait devenir une arme contre le silence. Les années suivantes, je mis sur pied des ateliers de photographie destinés aux femmes victimes de violences. Mon idée était simple, leur donner un outil pour se réapproprier leur regard, pour redevenir sujet plutôt qu'objet. Je leur apprenais à cadrer, à choisir la lumière, à décider de ce qui devait entrer ou sortir du champ. Certaines, au début, tremblaient en tenant l'appareil. Mais après quelques semaines, leurs clichés parlaient pour elles. Paysages baignés de soleil, portraits dignes, détails du quotidien sublimés. Chaque photo était une victoire intime. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, je vis à Nantes avec mon mari, Étienne, celui qui m'avait tendu la main quand j'étouffais, et nos petits-enfants viennent remplir la maison de rire chaque week-end. Parfois, je regarde leur visage et je pense qu'ils ne connaîtront jamais l'enfer que j'ai traversé. C'est ma plus grande fierté. Je continue de donner des conférences, d'écrire, d'exposer, mais surtout, je tends la main aux autres, comme on m'a tendu la main autrefois. Je leur dis toujours, vous n'êtes pas seuls. Le silence protège l'agresseur. La parole vous libère. Mon histoire n'est plus seulement la mienne. Elle appartient à toutes celles et ceux qui ont connu la peur dans leur propre foyer, qui ont entendu les pas dans le couloir la nuit et cru que personne ne les croirait jamais. Si aujourd'hui je témoigne, c'est pour qu'ils sachent qu'une autre vie est possible, que la douleur, aussi insupportable soit-elle, peut devenir terreau d'espérance, que nos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des preuves de notre survie. Quand je prends encore mon appareil photo et que je cadre un lever de soleil sur la Loire, je me dis que j'ai gagné ma bataille. J'ai transformé l'ombre en lumière, le silence en voix, la peur en force. Et c'est cet héritage que je veux laisser derrière moi, la certitude que même après la nuit la plus noire, le jour finit toujours par se lever.